Tout de suite, le journal de l'économie avec Fiston Oleko. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer, mais avant tous les titres. La RDC et la Zambie raffermissent leurs liens bilatéraux dans le commerce transfrontalier. Une rencontre entre les ministres de commerce extérieur des deux pays a eu lieu en Zambie, à l'issue de laquelle un accord de protection, de promotion d'investissement, mais aussi un communiqué conjoint ont été signés. Et au Nigeria, l'autorité nationale des terres agricoles vient de lancer une ferme avicole qui va couvrir 20 hectares. La filière de l'aviculture reste la plus dynamique du secteur agricole du pays. La raison de ce lancement est celle de pallier au niveau de la production de la viande qui n'arrive pas à satisfaire la demande. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette session d'information. Commençons par cette nouvelle. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde Kyenge a procédé jeudi 30 septembre 2021 à l'hôtel du gouvernement à l'ouverture des travaux de la troisième session du dialogue politique entre la République démocratique du Congo et les pays membres de l'Union européenne. Ces assises auront trois dimensions, à savoir la gouvernance politique, économique et sécuritaire. Propos recueillis par Théodore Ngandou. L'ouverture de cette troisième session du dialogue politique entre, d'une part, la République démocratique du Congo et, d'autre part, les pays membres de l'Union européenne, me donne l'opportunité d'apprécier à sa juste valeur les efforts entrepris par son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les relations séculaires avec les partenaires traditionnels des pays membres de l'Union européenne. Ces actions devront participer au renforcement de notre partenariat à travers des projets d'investissement dans les différents secteurs de la vie nationale. Le cadre d'exécution et d'orientation des projets et programmes de coopération reste certes l'institutionnalisation du dialogue politique au sein de l'accord de Cotonou et la formalisation des discussions dans le cadre du présent accord, en vue d'orienter l'apport souhaité dans les secteurs que le gouvernement congolais s'est choisi à travers son programme, défendu et adopté à l'Assemblée nationale. Le dit programme s'appuie sur des piliers fondamentaux. Après le programme de la gratuité de l'enseignement de base, le gouvernement planche sur la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Une réunion a eu lieu autour du Premier ministre en vue d'accélérer cette réforme. L'objectif est de permettre à tous les Congolais d'accéder aux soins médicaux à moindre coût. Je vous propose de suivre le docteur Roger Kamba, conseiller du chef de l'État en charge de la couverture santé. Ce programme doit permettre à la plupart, pour ne pas dire à toute la population congolaise, d'avoir accès aux soins de santé de qualité, mais surtout sans se ruiner financièrement. Et donc, pour la mise en œuvre de ce programme, il fallait un dialogue pour que nous tous nous ayons la même compréhension. Et c'est pour ça que nous sommes avec le ministère de la Santé. Et nous avons été accompagnés par le Bureau international du travail dans ce processus de dialogue parce qu'ils en ont l'habitude au niveau international. Avec beaucoup de responsabilités parce que c'est lui qui est en charge effectivement du programme du gouvernement et de sa mise en œuvre. Et donc, il fallait qu'on passe par lui. De toutes les façons, c'était sur son appel, sur sa convocation, pour pouvoir lancer ce processus de manière très pratique et de manière très opérationnelle.
Et donc le Premier ministre a accueilli cette visite et cette présentation de la synthèse de notre atelier avec beaucoup de satisfaction et nous a beaucoup encouragé à continuer. Et d'ailleurs, il s'est engagé à convoquer très rapidement la première réunion du comité de pilotage du Conseil national de la couverture santé universelle et de lancer la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Et puis, Kinshasa accueille la 23e Assemblée générale de la Commission spéciale de coopération Kinshasa-Brazzaville. Pour cette année, la reprise de trafic fluvial entre les deux capitales figure au menu des échanges après plusieurs mois de suspension. Et Enoch Issei pour le reportage. Il se tient à Kinshasa depuis le mercredi 29 septembre, la 23e Assemblée de la Commission spéciale de coopération entre les deux capitales les plus rapprochées du monde, à savoir Kinshasa et Brazzaville, pour une durée totale de 4 jours. La cérémonie de lancement officiel de ces assises a eu lieu à l'hôtel de ville de Kinshasa par le président en place de cette structure, le gouverneur Jean Tiningo Bilambaka, en présence de plusieurs autorités urbaines et du maire de la ville de Brazzaville. L'idéal pour la COSPECO, une structure mise en place depuis 1987, est de renforcer les liens de coopération bilatérale entre les deux capitales du Congo, surtout dans les domaines commercial, sportif et culturel. Monsieur le Président du Conseil départemental et municipal, maire de Brazzaville, vice-président de la COSPECO et chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du bureau exécutif et experts de la COSPECO, me référant aux recommandations issues des travaux de la précédente session de l'Assemblée générale ordinaire tenue à Brazzaville du 6 au 10 juin de l'année en cours, notamment celles relatives à la production du contenu dans l'élaboration d'un plan d'action, je mets le vœu d'un bon déroulement des présents travaux. Cela en vue de la mise en place des projets concrets et réalistes qui auront un impact positif et visible sur la vie des populations des rives de deux capitales les plus rapprochées du monde. J'ai cité Brazzaville et Kinshasa. J'avais par la même occasion inscrit mon mandat sous les sites de dynamisme dans le but d'entreprendre des actions d'envergure dans différents secteurs, notamment les commerces transfrontaliers, la migration, la sécurité, la culture, l'environnement ainsi que la santé. Par ailleurs, lors de son accueil au beach Ngobila, le secrétaire général adjoint de cette structure, M. Klech Atipoye, du côté de Brazzaville, a fait savoir que le trafic fluvial Kinshasa-Brazzaville, suspendu depuis un temps à cause de raisons sanitaires, fait partie du menu des échanges lors de ces 23e assemblées. Voir comment améliorer les conditions de commerce entre la RDC et la Zambie, la question était au cœur des échanges entre les ministres des commerces extérieurs des deux pays, à l'issue desquels un accord de protection et de promotion des investissements a été signé. Jean-Lycée Boussa parle des assignations qui se sont données les deux parties pour combattre toute forme de fraude à l'importation. Suivez ce reportage de la rédaction. Au sortir de cette rencontre bilatérale, les ministres du commerce extérieur de la Zambie, Chipo Kamulenga, et de la RDC, Jean-Lycée Boussa, ont signé un communiqué conjoint dans lequel ils ont réaffirmé leur engagement de renforcer des relations bilatérales déjà existantes et surtout d'accélérer la mise en œuvre de tous les engagements bilatéraux adoptés. Les deux ont formulé des recommandations qu'ils doivent observer pour la bonne collaboration des deux pays partenaires. Pour terminer, les deux pays ont pris l'engagement de signer un accord sur la protection et la promotion des investissements. Les deux pays s'engagent à impliquer tous les services œuvrant aux frontières de prolonger les heures de service de 6h à 22h. La Zambie est invitée à accélérer les processus de démolition des entrepôts et structures illégaux le long de la frontière du côté zambien et à faire un état des lieux sur les progrès réalisés en déant dans un délai de 3 mois. Il y a aussi nécessité de limiter ou d'éliminer toute forme de fraude à l'importation. Créer les conditions pour améliorer la fluidité du commerce, améliorer la prise en charge des flux de marchandises qui sortent du Congo et qui sortent de la Zambie. D'une part et d'autre part, vous savez aussi qu'il a toujours été dénoncé la fraude à l'importation.
la contrebande au niveau de nos frontières, y compris celle de Kasumbalesa. Et nous nous sommes donnés avec la Zambie des assignations réciproques pour que les uns et les autres puissent travailler de sorte à pouvoir réduire drastiquement ces phénomènes. La prochaine rencontre est fixée au mois de décembre 2021 à Lusaka, en Zambie. Maintenant, la page internationale. Au Nigeria, l'industrie de la volaille est un des segments les plus dynamiques de l'agriculture, mais la production de la viande n'arrive pas encore à suivre la demande croissante de la population. C'est pourquoi l'Autorité nationale du développement des terres agricoles a lancé une ferme avicole qui va couvrir un espace de 20 hectares dans l'état de Yobe, dans le nord du pays. Suivez ce commentaire de Franck Jojo Moulamba. C'est sur une superficie de 20 hectares dans l'état de Yobe que va s'étendre la nouvelle ferme avicole lancée par l'Autorité nationale du développement de terres agricoles. Cette installation, la seconde lancée dans la région par l'organisme public, comprend 10 enclos pour une capacité totale de 30 000 volailles, ainsi qu'un centre d'incubation d'œufs. D'après le responsable de cette structure, l'unité devrait produire annuellement 250 000 poulets chers. S'agissant de retombées économiques, les dirigeants indiquent que la ferme est prévue pour générer de ventes annuelles totales de 400 millions de naira à partir de la vente de poussins d'un jour, d'œufs et de poulets. Du point de vue social, l'unité devrait fournir 150 opportunités d'emploi aux jeunes de la région. Pour rappel, l'industrie nigériane de la volaille fournit environ le quart du PIB agricole. Le pays affiche une consommation de vente de volaille par habitant de 1,7 kg par an d'après les données du département américain de l'agriculture. Et puis au Gabon, le tourisme reste encore un secteur marginalisé dans l'économie du pays, mais dispose pourtant d'atouts pour devenir un secteur économique phare. S'il est concrètement planifié et géré, l'économie touristique pourrait, selon certains experts, constituer une importante source d'avantages économiques, aussi bien pour le gouvernement que pour les promoteurs des destinations touristiques. Un reportage de nos confrères d'Africa 24. Au Gabon, l'industrie touristique constitue un levier majeur de développement. Même si elle est tributaire de ressources naturelles, l'économie gabonaise connaît une forte détérioration due à une baisse des recettes publiques, la pandémie du Covid-19 ayant entraîné des dépenses supplémentaires. En 2020, le pays a enregistré un déficit budgétaire de 5,2% du produit intérieur brut contre un excédent de 1,4% en 2019. Pour atteindre donc le statut de destination touristique selon l'OMT, Organisation mondiale du tourisme, il faut faire à l'année 500 000 touristes. C'est-à-dire si 500 000 touristes mettent le cap sur le Gabon, l'OMT va classer donc le Gabon comme destination touristique. Mais personnellement, j'ose croire que par rapport à la population gabonaise, on mériterait de ne pas être très rigide, intransigeant vis-à-vis des normes de l'OMT. Parce que le Gabon, c'est un pays qui a à peine 1 million d'habitants. Vous voyez très bien 100 000 personnes qui sont reçus sur le territoire gabonais. À mon sens, on devrait pouvoir modifier la définition de l'OMT et faire du Gabon une destination touristique. L'inventaire des atouts touristiques au Gabon met en évidence son potentiel concurrentiel dans ce secteur, mais la part du pays dans le tourisme mondial est à ce jour insignifiante car il n'accueille aujourd'hui que 100 000 touristes par an. Il y a des règlements qui ont été pris au niveau de la communauté, notamment la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, pour autoriser le déplacement des personnes, des biens, des capitaux, des marchandises sans visa, mais le Gabon et la Guinée équatoriale font encore partie des deux pays de l'Afrique centrale qui limitent par les dispositions purement normatives et étatiques le déplacement, la fluidité dans la zone. Et c'est ça qui explique donc que le Gabon n'est pas classé jusqu'ici comme destination touristique au sens de la définition de l'OMT. Que faire? Donc on fait tomber ces barrières-là pour que l'Afrique centrale devienne un seul pays, un seul espace économique. Avec une économie reposant majoritairement sur le pétrole, les minerais et le bois, le pays devrait travailler à encourager les opérateurs touristique via la création d'agences hôtelières, la diversification de l'offre, la préservation des écosystèmes, puis l'accroissement de la promotion de la destination Gabon sur les principaux marchés émetteurs de tourisme d'affaires. Enfin, au Zimbabwe, transactions illégales et blanchiment des capitaux, une pratique interdite dans ces pays. 30 personnes ont vu leurs comptes gelés par la Banque centrale et c'est pour des raisons de trafic illicite des devises étrangères. Suivez ce reportage avec nos amis d'Africa News.
Au Zimbabwe, la Banque centrale a gelé les comptes de 30 personnes pour des soupçons de trafic de devises étrangères. Selon un communiqué, les suspects utilisaient leur téléphone portable et les réseaux sociaux pour des transactions illégales et du blanchiment d'argent. Désormais en interdit bancaire, ces 30 accusés risquent également d'être bloqués par les opérateurs téléphoniques. Plongé dans une grave crise économique, le Zimbabwe tente toujours de valoriser sa monnaie locale, alors que les devises étrangères s'échangent sur le marché noir. En 2009, elle avait été temporairement abandonnée en raison d'une hyperinflation. Depuis 2016, le dollar zimbabwéen a cessé de perdre de sa valeur, impactant fortement sur le pouvoir d'achat de la population. L'industrie et les exportations ont chuté, les devises étrangères se faisant très rares. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Place au rappel des titres. La RDC et la Zambie raffermissent leurs liens bilatéraux dans le commerce transfrontalier. Une rencontre entre les ministres de commerce extérieur des deux pays a eu lieu en Zambie, à l'issue de laquelle un accord de protection, de promotion d'investissement, mais aussi un communiqué conjoint ont été signés. Et au Nigeria, l'autorité nationale des terres agricoles vient de lancer une ferme avicole qui va couvrir 20 hectares. La filière de l'aviculture reste la plus dynamique du secteur agricole du pays. La raison de ce lancement est celle de pallier au niveau de la production de la viande qui n'arrive pas à satisfaire la demande. C'est ici que s'achève complètement ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur les programmes de Géopolis Télévision.